ma femme m'a trompé et a fini à l'hôpital. Tout le monde me demande de lui pardonner, mais ma décision de l'abandonner est irrévocable. Il y a peu encore, ma vie glissait sur les rails de la normalité. Ce quotidien que l'on apprécie parfois et que l'on trouve monotone d'autres fois, mais qui, en fin de compte, constituait ma réalité. À 37 ans, mariée à une femme du même âge, nous partagions une maison, des souvenirs et une vie construite au fil de nombreuses années. Nous formions un couple avec ses hauts et ses bas typiques, mais nous avions toujours su ramer dans la même direction, surmonter les obstacles et aller de l'avant. Nos enfants, des jumeaux de 19 ans désormais adultes et à l'université, étaient notre fierté, la preuve tangible que nous avions fait quelque chose de bien en ce monde. Chaque jour était une pièce supplémentaire du même puzzle. Des routines établies, le travail, les dîners, les conversations sur le déroulement de la journée. Rien d'extraordinaire. Même lorsque ma femme m'a annoncé qu'elle avait un voyage d'affaires de 2 jours, nous l'avons pris avec le naturel de toujours. Un baiser d'adieu le matin, un « bon voyage » et chacun est parti vaquer à ses responsabilités. La journée s'est déroulée sans encombre. Au bureau, tout était comme d'habitude. En rentrant chez moi, je me suis préparé un dîner tranquille, appréciant le silence laissé par son absence. Un silence qui allait bientôt devenir inquiétant. Je finissais de dîner quand le téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. « Allô ?» répondis-je d'un ton détendu, m'attendant à la conversation typique pour savoir comment s'était passée sa journée, mais sa voix à l'autre bout du fil était tremblante, entrecoupée. « Tu dois venir à l'hôpital, vite », parvint-elle à dire avec difficulté. Mon cœur fit un bond. Qu'est-ce qu'il y a ? Que s'est-il passé ? La tranquillité de quelques instants plus tôt se dissipa d'un coup, remplacée par une angoisse glaciale. C'est ta femme, elle est à l'hôpital. Il est arrivé quelque chose de très grave. Sa voix se brisa et je sentis un frisson parcourir mon dos. La confusion m'envahit. L'hôpital ? Ma femme était supposée être en voyage hors de la ville. Pourquoi était-elle ici et que lui était-il arrivé ? 1000 questions se bousculaient dans mon esprit alors que je me levais de ma chaise, l'estomac noué et une sensation de panique grandissante. Je sortis de la maison en toute hâte, l'appel toujours actif sur le haut-parleur de la voiture, la voix de ma belle-mère balbutiant des phrases incohérentes sans pouvoir me donner d'explication claire. L'incertitude était un nœud dans ma gorge. Accident de voiture ? Malaise soudain ? L'inquiétude grandissait à chaque seconde alors que je conduisais aussi vite que possible vers l'hôpital, imaginant des scénarios terribles, priant pour que ce ne soit rien de grave. En arrivant, je l'ai trouvé dans la salle d'attente, visiblement affecté. Je l'ai salué d'une bise rapide avec la question qui me brûlait les lèvres. Que s'est-il passé ? S'il te plaît, dis-moi ce qui lui est arrivé. Sa réponse fut encore plus déconcertante. Elle évita mon regard, bégayant sans me donner de réponse directe. Son comportement évasif et sa nervosité ne firent qu'accroître mon anxiété. Quelque chose ne collait pas, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas bien. Je sais juste qu'elle est à l'intérieur. Les médecins. Ces mots se perdaient dans une mer de larmes et de phrases incomplètes. L'impatience me rongeait de l'intérieur. J'avais besoin de réponses, de clarté. Je laissai ma belle-mère tenter de se calmer et m'approcher du comptoir d'information. Je demandai des nouvelles de ma femme. On m'indiqua de parler au médecin responsable. Le docteur me reçut dans un petit bureau, le visage grave et compatissant. Il m'expliqua que ma femme avait subi une agression, une attaque avec une arme blanche. Il me parla de plusieurs blessures, de la gravité de la situation initiale, et de la manière dont ils avaient réussi à la stabiliser. Les mots me frappaient comme des coups de massue. Agression, arme blanche. Je ne comprenais rien. Qui ? Pourquoi ? Mais le plus choquant vint après. Le médecin, sur un ton plus confidentiel, me demanda un moment seul dans un endroit plus privé. Là, une fois la porte fermée, il me révéla quelque chose qui me glaça le sang, transformant ma confusion en un désarroi encore plus grand et une profonde inquiétude. Il me parla d'autres indices, de détails délicats, de signes suggérant quelque chose de plus, quelque chose de trouble, qui allait au-delà d'une simple agression de rue. Il mentionna des sévices dans sa zone intime.
Le monde s'arrêta un instant. Des sévices. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Qui aurait pu lui faire une chose pareille? Pourquoi? L'image de ma femme, vulnérable et blessée, me détruisait de l'intérieur, et l'ombre de cette autre révélation me remplissait d'une angoisse obscure et inconnue. Je demandai au médecin quel était son état, si elle s'en sortirait. Il m'assura que oui, que l'hémorragie était contrôlée et que les complications les plus graves avaient été surmontées. Au moins, dans ce cauchemar, il y avait un fil d'espoir. Je sortis du bureau l'âme en peine, avec un mélange de rage, d'inquiétude et un vide immense. J'avais besoin de temps pour tout assimiler, pour comprendre ce qui se passait. Mais une chose était claire, la vie tranquille et routinière que je connaissais venait de voler en éclats. Le lendemain, le bureau était le cadet de mes soucis. Je demandai quelques jours de congé. J'avais besoin d'être à l'hôpital aux côtés de ma femme, même si la confusion et les sombres révélations du médecin résonnaient encore dans ma tête. La responsabilité et l'inquiétude pour sa santé, malgré tout, passaient en premier. C'est ainsi que commencèrent des jours étranges dans une bulle hospitalière. Je m'installai dans une routine de visite constante, essayant d'être un soutien pour elle, bien qu'intérieurement un tourbillon d'émotions me secoua sans trêve. Je la voyais mieux physiquement, se remettant peu à peu de ses blessures. Je lui parlais de choses triviales, essayant de maintenir une normalité, bien que la distance émotionnelle entre nous se fît de plus en plus palpable. C'était comme si un mur invisible s'était dressé pour nous séparer. Durant ces jours à l'hôpital, je devins l'ombre de moi-même, attentif à ses besoins, mais distant dans mes sentiments. Je l'accompagnais, lui apportais des affaires, parlais au médecin, mais j'évitais d'approfondir ce qui s'était passé. La conversation sur l'attaque, sur ce qui s'était réellement passé, était un sujet tabou entre nous. Elle ne le mentionnait pas non plus, devinant peut-être mon malaise ou évitant elle-même de revivre le traumatisme. Un matin, alors que j'attendais dans la salle d'attente, je remarquai une présence inhabituelle. 2 hommes en costume s'approchèrent du comptoir d'information et demandèrent à voir ma femme. Instinctivement, je sus que c'étaient des policiers. Une pointe d'inquiétude parcourut mon corps. La police. Pourquoi la police voudrait-elle lui parler? Que se passait-il réellement? Je m'approchai d'eux, le cœur battant la chamade. Je peux vous aider, demandai-je d'un filet de voix. Ils s'identifièrent comme agents de police et m'expliquèrent qu'ils avaient besoin de parler à ma femme au sujet de l'incident. Ce n'était pas un simple accident, monsieur, dit l'un d'eux d'un ton grave. Il y a des indices montrant qu'il s'agit d'un incident provoqué. Les mots « incident provoqué » résonnèrent dans ma tête, chargés d'une signification sombre et menaçante. Incident provoqué, répétai-je, sentant un froid dans l'estomac. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous préférons parler directement avec votre épouse, monsieur. C'est un sujet délicat. Leur réponse évasive ne fit qu'augmenter ma confusion et mon angoisse. J'attendis impatiemment que ma femme émerge de sa somnolence matinale. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, les policiers entrèrent dans la chambre. Je restai dehors dans le couloir, l'âme en peine, me rongeant les ongles, essayant de deviner ce qu'ils lui demandaient, ce qu'ils lui révélaient. Les possibilités, toutes plus sombres les unes que les autres, dansaient dans mon esprit comme des fantômes. Quel genre d'incident provoqué avait-elle subi? Qui voudrait lui faire du mal? Et l'ombre des sévices intimes planait encore sur tout cela, ajoutant une couche de mystère et de peur à la situation. Les minutes passèrent, semblant durer une éternité. Depuis le couloir, j'observais la porte fermée, essayant de lire dans le langage corporel des policiers le moindre indice, le moindre signe, mais leur visage restait impénétrable. Finalement, la porte s'ouvrit. Les policiers sortirent de la chambre et me demandèrent un moment. Ils m'invitèrent à les accompagner dans un endroit plus discret, une petite salle de réunion vide au bout du couloir. C'est là, avec la gravité qui laissait présager le pire, qu'ils me révélèrent la vérité. Une vérité qui me frappa avec la force d'un ouragan, qui détruisit le peu de stabilité qu'il me restait et qui changea ma vie à jamais. Monsieur, commença l'un des agents en me regardant droit dans les yeux. Ce qui est arrivé à votre femme n'était pas une agression au hasard. C'était une attaque dans un contexte très différent. Il fit une pause, cherchant peut-être les mots justes ou me préparant simplement à l'impact de ce qu'il allait dire. Votre femme était avec un autre homme dans un motel.
Les mots m'atteignirent comme un coup sec dans la poitrine, me laissant le souffle coupé. Dans un motel, avec un autre homme. Mon esprit devint blanc, incapable de traiter l'information. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds, me laissant tomber dans un abîme obscur. C'est laquelle a été attaquée par cet homme, poursuivit le policier. Il l'a poignardée à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle elle est à l'hôpital. La pièce commença à tourner. Ma respiration se fit saccader. Avec un autre homme. Ma femme, me trompant. Et tout cela avait fini dans la violence, dans le sang, à l'hôpital. La trahison et la brutalité s'entremêlaient en une image grotesque et douloureuse. Les policiers m'expliquèrent les détails qu'ils avaient pu recueillir jusqu'à présent. Le motel, la rencontre, l'agression, la fuite de l'homme, tout collait, tout était terriblement réel. Nous comprenons que c'est une situation très difficile, monsieur, dit l'autre agent avec un ton de fausse compassion. Nous vous recommandons d'être fort. Fort. Comment étais-je censé être fort face à une telle révélation? Mon monde s'était effondré en un instant. La femme que j'aimais, ma compagne de vie, la mère de mes enfants, m'avait trompé, m'avait trahi de la pire manière possible et tout s'était terminé dans un bain de sang. Les policiers prirent congé, me laissant seul dans la salle de réunion, avec la vérité nue et brutale me frappant au visage. Je sortis de l'hôpital comme un automate, sans but précis, le cœur en miettes et l'esprit inondé de questions sans réponse. J'avais besoin d'air, d'espace, de temps pour assimiler le coup, j'avais simplement besoin de disparaître. Je marchais sans direction. Mes pas me menèrent à un parc voisin, un espace vert avec des bancs solitaires à l'ombre des arbres. Je me laissai tomber sur l'un d'eux, le regard perdu dans le vide, essayant d'assimiler la bombe qui venait d'exploser dans ma vie. Infidélité, agression, motel. Les mots résonnaient dans ma tête, formant un cocktail amer de trahison et de violence. La vérité était un poignard planté dans l'âme. La femme que je croyais connaître, celle avec qui j'avais partagé tant d'années, m'avait dupé, m'avait humilié de la manière la plus douloureuse. Et le pire, c'est que tout cela s'était terminé par un acte brutal, dans un hôpital avec sa vie ne tenant qu'à un fil. Je ressentais un mélange de rage, de douleur et de confusion. Un vide immense s'ouvrait en moi, engloutissant tout vestige de la vie que je connaissais. Sur ce banc de parc, je me sentais seule, abandonnée à mon sort, avec le poids du monde sur mes épaules. Les larmes menaçaient de jaillir, mais je les contenais avec force, comme si me permettre de pleurer allait me faire m'effondrer complètement. Je ne voulais pas me briser. Pas maintenant, pas encore. J'avais besoin de traiter tout cela, même si mon esprit résistait à accepter la cruelle réalité. C'est alors que je la vis s'approcher. Ma belle-mère m'avait trouvée dans le parc. Je suppose qu'elle m'avait suivi, inquiète de ma réaction. Elle s'assit à mes côtés sur le banc avec un visage affligé, essayant d'offrir du réconfort, bien que ses paroles sonnassent creuses et fausses dès le début. Mon fils, je comprends que tu sois affecté. C'est un choc pour tout le monde, commença-t-elle d'un ton doux et maternel qui, à ce moment-là, me parut irritant. Mais ce n'est pas le moment de penser à ça. Il faut penser à ta femme, à sa santé. C'est le plus important. Je la regardai du coin de l'œil, sans répondre. Penser à ma femme après ce qu'on venait de me révéler? Son commentaire me semblait être une plaisanterie de mauvais goût, une preuve d'aveuglement volontaire face à l'ampleur de la situation. Elle, interprétant peut-être mon silence comme de la réceptivité, continua d'essayer de minimiser les faits, cherchant des excuses là où il n'y en avait pas, ces choses arrivent dans les mariages. Ce sont des écarts, des erreurs, mais on peut les surmonter. L'important est qu'elle se rétablisse, qu'elle aille bien de nouveau. Ensuite, il sera temps de parler, d'arranger les choses. Arranger. Arranger quoi? L'infidélité, la trahison, l'attaque brutale? Ces paroles me paraissaient absurdes, comme si elle essayait de me convaincre que tout cela n'était qu'un simple faux pas, quelque chose que nous pouvions balayer sous le tapis pour continuer comme si de rien n'était. La rage commença à bouillir en moi. Rage envers ma femme pour sa tromperie, rage envers son amant pour la violence, et rage aussi envers ma belle-mère pour sa tentative de minimiser l'impardonnable. Je me levai brusquement du banc, l'interrompant au milieu de son discours bien intentionné mais complètement déplacé.
Je la regardai dans les yeux pour la première fois depuis qu'elle s'était assise et lui dis, d'une voix que je reconnus à peine comme la mienne, froide et distante, « C'est fini. » Ma belle-mère me regarda avec incrédulité, sans comprendre le poids de ces deux mots. « C'est fini. »« Quoi, mon fils ? Ne dis pas de bêtises. Pense à ta femme, à son état. Ne sois pas égoïste maintenant. » Son ton monta, passant du réconfort au reproche. Mais je n'étais plus disposée à écouter davantage. « Tout est fini, » répétai-je avec plus de fermeté. « Il n'y a rien à arranger. C'est fini. » Je la laissai dans le parc avec ses cris et ses reproches résonnant dans mes oreilles. Peu m'importait ce qu'elle pensait, ce qu'elle disait. Ma décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je rentrai chez moi avec la même sensation de vide et de confusion, mais maintenant accompagnée d'une détermination froide et douloureuse. À la maison, je cherchais refuge dans mon bureau, cet espace qui avait toujours été mon sanctuaire. Mais maintenant, même ce lieu ne pouvait m'offrir de réconfort. J'ouvris le placard où je gardais les bouteilles d'alcool. Je n'avais jamais été un buveur habituel, mais ce soir-là, j'avais besoin d'anesthésier la douleur, de noyer mon chagrin dans l'alcool. Je commençai à boire verre après verre, sans contrôle, sans mesure. Le whisky me brûlait la gorge, mais ne parvenait pas à éteindre le feu qui me consumait de l'intérieur. Je bus jusqu'à ce que ma tête tourne, jusqu'à ce que la douleur s'engourdisse, jusqu'à ce que ma conscience se trouble. À un moment donné, je m'effondrai sur le canapé du bureau, la bouteille à moitié vide à la main, sombrant dans un sommeil lourd et agité, échappant, ne serait-ce que pour quelques heures, au cauchemar qu'était devenue ma vie. Le lendemain, je me réveillai avec la bouche sèche, la tête palpitante et une sensation de vide encore plus profonde que la veille. Le bureau sentait l'alcool et la désolation. Mon téléphone sur la table clignotait de notifications, appels manqués, messages, famille de ma femme, ma propre famille, tous au courant, tous inquiets, tous sur le point d'arriver en ville pour voir comment nous allions, pour tenter de recoller les morceaux de l'irréparable. La tempête, loin de se calmer, ne faisait que commencer à se déchaîner. Mon corps pesait comme du plomb et ma tête était un marteau constant. Je me levai du canapé du bureau avec difficulté, me sentant physiquement et émotionnellement dévastée. La lumière du jour nouveau qui filtrait par la fenêtre n'offrait aucun réconfort, elle ne faisait que souligner la désolation de l'ambiance et la mienne. Les messages et appels manqués étaient un rappel persistant que le monde extérieur, avec ses opinions et ses inquiétudes, était sur le point d'envahir ma bulle de douleur. J'essayais de me reprendre du mieux que je pouvais. Une douche froide et un café fort réussirent à m'éclaircir un peu l'esprit, bien que le nœud dans l'estomac et l'oppression dans la poitrine persistassent. Je m'habillai avec des vêtements propres, tentant de projeter une image de contrôle, même si je me sentais complètement brisée à l'intérieur. Je savais que l'arrivée de ma famille et de celle de ma femme était imminente, et bien que je ne souhaitasse pas affronter la situation, je ne pouvais pas non plus me cacher éternellement. Quand mes enfants arrivèrent quelques heures plus tard, je les attendais déjà à la maison. Je les serrai fort dans mes bras, sentant leur inquiétude et leur affection comme un petit baume au milieu du chaos. Leur visage reflétait l'angoisse que je ressentais aussi, mais également une force qui me réconforta. Je les emmenai dans mon bureau, le seul endroit où je me sentais un minimum à l'aise, et leur demandai de s'asseoir. C'était le moment de parler clair, de partager la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Les enfants, commençai-je d'une voix encore un peu rauque à cause de l'alcool et du manque de sommeil. Je sais que vous êtes inquiets pour votre mère et pour moi, et je sais que les nouvelles que vous avez entendues sont compliquées. Mes jumeaux me regardaient attentivement, en silence, attendant que je continue. Je pris une grande inspiration et leur racontai tout. Je leur révélai la conversation avec les policiers, l'infidélité, le motel, l'attaque. Je leur expliquai la vérité, sans édulcorer les détails les plus douloureux, mais en essayant de garder un ton calme et serein. J'avais besoin qu'ils comprennent la situation, qu'ils saisissent le pourquoi de ma douleur et l'ampleur de la trahison. Ils écoutèrent en silence, le visage pâle et les yeux pleins d'incrédulité. Quand j'eus fini de parler, le silence se prolongea quelques instants, dense et lourd. Puis, ma fille, d'une voix tremblante, fut la première à le rompre. « Papa, c'est vrai tout ça ? Maman. Elle a vraiment fait ça ?» J'acquiesçai lentement, le regard baissé. «
Oui, les enfants, c'est la vérité. Je vis des larmes poindre dans leurs yeux, mais aussi une expression de rage contenue. Mon fils, toujours le plus réservé, parla d'une voix ferme, bien que l'on sentît son émotion. Papa, nous sommes sous le choc. Nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes inquiets pour maman, pour sa santé. Nous comprenons que la situation est terrible, mais nous voulons qu'elle aille bien. Je les regardais avec gratitude. Leur inquiétude pour leur mère, malgré tout, me prouvait la noblesse de leur cœur. Je le sais, les enfants. Moi aussi je veux que votre mère se rétablisse. Mais j'ai aussi besoin que vous compreniez ce que cela signifie pour moi. Ma fille acquiesça en essuyant ses larmes. On comprend, papa. C'est horrible. On ne peut pas imaginer ce que tu ressens. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je respirai profondément. Je ne sais pas encore, les enfants. J'ai besoin de temps pour y penser, mais je vous promets que je prendrai une décision quand votre mère ira mieux, quand elle aura récupéré. Je ne veux pas que cela affecte sa santé maintenant, mais je ne peux pas non plus continuer à vivre comme si de rien n'était. Je leur offris un regard sincère, cherchant leur compréhension et leur soutien. J'ai besoin que vous sachiez que je vous aime beaucoup et que, quoi qu'il arrive, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. Toute décision que je prendrai, je la prendrai aussi en pensant à vous. Mes enfants se levèrent et m'embrassèrent fort. On te soutient, papa, dit mon fils avec fermeté. Nous sommes avec toi, peu importe ce que tu décides. Ces mots furent un baume pour mon âme blessée. Sentir leur soutien, leur compréhension, me donna la force d'affronter ce qui allait venir. Nous décidâmes d'aller ensemble à l'hôpital. À notre arrivée, l'atmosphère était tendue. Les membres de la famille de ma femme étaient déjà là, dans la salle d'attente, parlant à voix basse, avec des regards d'inquiétude et de reproche. Quand ils nous virent entrer, le silence se fit encore plus dense. Ils saluèrent mes enfants avec une certaine chaleur, mais me lancèrent des regards froids et accusateurs. Tous deux avaient les yeux rouges et gonflés par les larmes. Ils s'approchèrent de moi, le visage décomposé. Papa, commença ma fille d'une voix entrecoupée. La famille de maman est très en colère contre toi. Ils nous ont fait des reproches sur la façon dont tu te comportes. Ils disent que tu n'as pas de cœur, que tu ne penses pas à maman. Ma rage, contenue jusqu'à ce moment, commença à affleurer. Ah oui, répondis-je sur un ton sarcastique et amer. Et qu'espéraient-ils? Que je les remercie pour la faveur que m'a faite leur fille? Que je la félicite pour son infidélité et pour l'attaque qu'elle a subie? Mon fils tenta de calmer le jeu. Papa, s'il te plaît, ne t'énerve pas davantage. On comprend que tu sois blessé, mais n'empire pas les choses. Empirer les choses, répétai-je avec incrédulité. Croit-il vraiment que les choses peuvent être pires qu'elles ne le sont déjà? Ma femme me trompe, m'humilie, finit poignardée dans un motel. Et c'est moi le méchant maintenant? Ma voix s'éleva, ne pouvant plus contenir la rage et la douleur. Qu'ils se mêlent de leurs affaires, qu'ils ne se mêlent pas de mon mariage. Ce qui se passe entre ma femme et moi ne les regarde pas, et ils ont encore moins le droit de me juger ou de me dire comment je dois me comporter. Les membres de la famille de ma femme, qui avaient entendu mon emportement depuis le fond du couloir, s'approchèrent avec des visages furibonds. L'un de mes beaux-frères, le visage rouge de colère, se planta devant moi avec une attitude menaçante. Comment oses-tu parler ainsi? Tu ne vois pas comment ma sœur souffre? Tu n'as pas un peu d'humanité? Humanité, ris-je avec amertume. L'humanité, c'est ce qui a manqué à ta sœur quand elle m'a trompé. L'humanité, c'est ce qui a manqué à son amant quand il l'a poignardé. Ne venez pas me parler d'humanité maintenant, parce que vous n'avez pas la moindre idée de ce que je traverse. Je les regardais avec mépris, avec rage, la douleur à fleur de peau. C'est mon mariage, ma vie. Et vous n'avez le droit ni de vous en mêler, ni de donner votre avis. Alors je vous demande de rester à l'écart, parce que si vous vous mêlez de mes affaires, vous allez avoir de sérieux problèmes avec moi. Je ne suis pas disposé à tolérer des manques de respect de quiconque, et encore moins de vous, qui vous croyez moralement supérieur à moi. Le silence s'empara du couloir. Mes beaux-frères et belles-sœurs me regardaient avec haine et fureur, mais aucun n'osa répondre.
Je les avais remis à leur place. Je leur avais fait comprendre clairement que je n'allais pas permettre qu'ils me jugent ou me dictent mes sentiments ou mes actes. Ma douleur était la mienne, ma décision était la mienne, et personne n'avait le droit de la remettre en question. Après cet affrontement tendu, la famille de ma femme se retira dans un coin de la salle d'attente, murmurant entre eux avec des regards de rancune vers moi. Mes enfants, visiblement affectés par la scène, s'approchèrent de moi avec prudence. Après être sortis en pleurs de la chambre, ils m'avaient demandé d'une voix à peine audible, « Papa, entre-toi aussi, s'il te plaît, mais ne sois pas trop dur avec maman. Elle est très faible en ce moment. » Leurs paroles, bien que chargées d'inquiétude pour leur mère, touchèrent une corde sensible. Malgré toute la douleur et la rage, je savais que je ne devais pas déverser ma fureur sur elle dans son état de vulnérabilité. J'acquiesçai en silence et me préparai à entrer. En franchissant le seuil de la chambre, je sentis une boule au ventre. Il y a à peine quelques jours, c'était le lieu où je me consumais d'inquiétude pour la femme que j'aimais. Maintenant, en la regardant dans ce lit d'hôpital, je ne ressentais que du dégoût. Oui, du dégoût. C'était le mot qui décrivait le mieux le mélange de répulsion et de déception qui m'envahissait. Un silence gênant s'installa entre nous. Elle me regarda les yeux humides, attendant peut-être une réaction, un mot. Moi, en revanche, je me contentais de m'asseoir sur une chaise à côté du lit, sans rien dire, l'observant avec une froideur distante. Finalement, ce fut elle qui rompit le silence, et elle le fit de la manière la plus inattendue, avec une question triviale, comme si nous avions une conversation quotidienne, comme si de rien n'était. « Comment vas-tu » demanda-t-elle d'un filet de voix, tentant d'esquisser un sourire forcé. « Tu as mangé quelque chose ?» Sa question, si déplacée, si étrangère à la tempête émotionnelle qui nous enveloppait, me laissa stupéfait. Croyait-elle vraiment que nous pouvions parler de la pluie et du beau temps ou du dîner après tout ce qui s'était passé ? Je la regardai fixement dans les yeux et laissai échapper la question qui me brûlait de l'intérieur, celle qui résumait toute ma douleur et ma confusion. Pourquoi ? En entendant ma question, sa façade de normalité s'effondra. Ses yeux s'inondèrent de larmes et sa lèvre inférieure commença à trembler. Non. Ce n'était pas ma faute, balbutia-t-elle entre deux sanglots. Ils m'ont obligée. S'il te plaît, comprends-moi. Je t'aime, toi. Seulement toi. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle essayait d'attraper ma main. Je restai immobile, sans répondre, sans correspondre à son geste. Ses mots, ses pleurs ne m'émouvaient plus. La barrière de la trahison s'était dressée entre nous, impénétrable et infranchissable. Je ne sais pas ce que je vais faire, lui dis-je finalement d'un ton las et distant. Mais tant que les jumeaux seront là et pendant que tu récupères, je vais agir comme si de rien n'était. En entendant mes mots, elle sembla un peu soulagée. Merci beaucoup, murmura-t-elle en essayant de reprendre ma main. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Elle commença à supplier, à implorer mon pardon, la voix brisée par les pleurs. Je retirai ma main doucement, évitant son contact. Ne te stresse pas davantage maintenant, lui dis-je froidement. Tu es encore faible. Rétablis-toi. Et sans rien ajouter, je me levai de la chaise et sortis de la chambre, la laissant plonger dans ses pleurs et son repentir tardif. En sortant, mes enfants m'attendaient avec un regard anxieux. Je leur dis simplement, si vous voulez rester, restez. Moi, j'ai des choses à faire. Ils ne comprirent pas tout à fait mon attitude, mais n'insistèrent pas. Alors que je m'éloignais, je sentis les regards accusateurs de la famille de ma femme plantés dans mon dos, mais cela ne m'importait plus. J'étais arrivé à un point d'indifférence absolue envers leurs opinions et leurs jugements. Je sortis de l'hôpital et sortis mon téléphone. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre complètement la vérité derrière ce cauchemar. J'appelai mon avocat. « Connais-tu un détective privé ?» lui demandai-je directement. « Oui, bien sûr », répondit mon avocat sans hésiter. « Je te mets en contact avec lui immédiatement. » Peu après, je reçus l'appel du détective. Je lui expliquai la situation, je lui racontai tout ce que je savais et ce que j'avais besoin de découvrir. J'ai besoin de connaître toute l'histoire, lui dis-je avec détermination. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé.
Ne vous inquiétez pas, monsieur, répondit le détective d'une voix professionnelle. Je commence à travailler là-dessus immédiatement. À ce moment-là, une petite étincelle d'espoir, ou peut-être simplement de curiosité, s'alluma en moi. J'avais besoin de la vérité et j'étais prêt à remuer ciel et terre pour la trouver. Les jours suivants glissèrent les uns après les autres dans une sorte de brouillard émotionnel. J'accompagnais mes enfants à l'hôpital, c'était le moins que je puisse faire pour eux, mais j'évitais à tout prix d'entrer dans la chambre de ma femme. Ma présence se limitait à la salle d'attente, un espace chargé de regards hostiles de la part de sa famille. J'ignorais leurs commentaires cinglants et leurs silences accusateurs, absorbé dans mes propres pensées, dans le labyrinthe de douleur et de confusion où je me trouvais. Je vivais en pilote automatique, remplissant mes obligations professionnelles, mangeant et dormant par inertie, mais sans rien ressentir réellement. Le monde autour de moi semblait flou, sans couleur, sans vie. Seule l'inquiétude pour mes enfants et la nécessité de découvrir la vérité me maintenaient un tant soit peu ancré dans la réalité. Le détective m'appela quelques jours plus tard pour me donner rendez-vous dans un café du centre-ville. L'attente m'avait paru interminable et l'appel réveilla en moi un mélange d'anxiété et d'attente. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé, qui était cet homme et comment mon mariage en était arrivé à ce point d'autodestruction. J'arrivai au café en avance, nerveux, repassant mentalement les questions que je voulais poser au détective. Quand il arriva, ponctuel et avec une mallette en cuir à la main, je notai dans son regard un sérieux qui laissait présager que les nouvelles ne seraient pas bonnes. Nous nous assîmes à une table isolée dans un coin tranquille de l'établissement. Après les salutations protocolaires, le détective ouvrit sa mallette et en sortit un dossier épais. « Monsieur » commença-t-il d'une voix grave. « J'ai enquêté à fond sur le cas de votre épouse et je regrette de vous dire que la situation est, en effet, très compliquée. » Mon cœur s'accéléra. « Qu'avez-vous découvert » demandai-je avec impatience, retenant mon souffle. Le détective ouvrit le dossier et me montra une série de photographies en noir et blanc. Grâce à mes contacts dans la police, expliqua-t-il, j'ai pu avoir accès aux enregistrements vidéo du motel de cette nuit-là. Les photographies montraient des images floues, granuleuses, mais suffisamment claires pour comprendre ce qu'elles représentaient. Voici votre femme, pointa le détective en indiquant une femme sur l'une des images, entrant au motel avec un homme. Ils se tenaient la main, très affectueux, s'embrassant comme un couple normal. Je regardais les photos l'estomac retourné. Voir ma femme, si souriante et affectueuse avec un autre homme, était comme un coup de poignard dans l'âme. La trahison se matérialisait sous mes yeux dans ces images froides et impersonnelles. Ils sont entrés dans la chambre à une heure précise, poursuivit le détective, et ensuite, 2 heures plus tard, cet homme. Il montra une autre photo où l'on voyait un homme sortir en courant du motel avec des taches sombres sur ses vêtements. Il est sorti en courant, visiblement ensanglanté. Peu après, la réceptionniste du motel est entrée dans la chambre et a appelé la police et les secours. Vous connaissez la suite de l'histoire. Je détournai le regard des photographies, pris de nausée. Et qui est cet homme ? Demandai-je d'un filet de voix. Le détective tourna la page du dossier. Grâce au témoignage de votre femme à la police, nous avons pu l'identifier. Il s'appelle nom fictif de l'amant, et c'est un collègue de travail de votre femme. L'information me frappa comme un coup de massue. Un collègue de travail. Quelqu'un de son entourage quotidien. La trahison devenait encore plus proche, plus intime, plus répugnante. Nous avons enquêté plus en profondeur, poursuivit le détective, et nous avons parlé avec plusieurs collègues de travail des deux. Ils nous ont confirmé qu'ils entretenaient une relation depuis plusieurs mois. Apparemment, on les voyait ensemble, bien qu'ils essayassent d'être discrets. Ils nous ont aussi dit qu'ils se disputaient de temps en temps, surtout à cause de la jalousie de l'homme. Ils disent que c'est un type contrôlant et agressif. Le détective fit une pause puis ajouta d'un ton encore plus grave, depuis l'incident, cet homme n'est pas retourné travailler. Personne ne sait où il est. Il semble s'être volatilisé. Je gardai le silence, traitant toute l'information. La vérité, crue et impitoyable, se déployait devant moi comme une carte infernale. Ma femme m'avait trompé avec un collègue pendant des mois et cette relation extra-conjugale avait fini dans la violence, par une attaque brutale et préméditée.
Avez-vous autre chose? Demandai-je faiblement, bien que craignant la réponse. Le détective acquiesça lentement. Oui, monsieur. Il y a autre chose. Cet homme, nom de l'amant, est aussi marié et a des enfants. Cette dernière révélation me laissa sans voix. Non seulement ma femme m'avait trompé, mais elle avait aussi participé à la destruction d'une autre famille. L'ampleur de la trahison, la bassesse morale de la situation me dépassait. Je remerciai le détective pour son travail, payai ses honoraires et sortis du café en titubant, le dossier plein de preuves dans les mains et le cœur brisé en 1000 morceaux. Je rentrai chez moi et là, dans la solitude de mon bureau, je sombrai de nouveau dans l'alcool et les larmes, noyant mon chagrin dans l'amertume de la vérité découverte. La nuit allait être longue et sombre. Dans la solitude de mon nouvel appartement, j'avais décidé de quitter le domicile conjugal mentalement, sinon physiquement pour l'instant. Après cette nuit tourmentée, je me réveillai avec une clarté d'esprit inhabituelle. Le dossier avec les preuves du détective n'était plus seulement un témoignage de douleur, mais la carte vers ma vindicte. La trahison ne resterait pas impunie. Je ne chercherais pas la violence physique. Ce n'était pas dans ma nature. Mais la justice, à ma manière, serait servie. Avec une détermination d'acier, je me dirigeai vers le bureau de mon avocat. Je lui réitérai ma décision de divorcer, mais cette fois avec une nuance différente. Ce n'était plus seulement une nécessité personnelle, mais un acte de justice. Je lui demandai d'accélérer au maximum les procédures et de préparer une stratégie juridique implacable. Cette fois, il n'y aurait pas de concession. Les semaines suivantes, pendant que mon ex-femme récupérait physiquement à l'hôpital, je construisais ma vengeance silencieuse et légale. Chaque visite à l'hôpital devenait un acte calculé, une farce nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons prématurément et pour protéger mes enfants. Je maintenais les conversations triviales, le masque du mari inquiet, tandis qu'intérieurement je préparais mon plan. J'observais mon ex-femme. J'écoutais ses supplications de pardon avec une impassibilité étudiée, savourant intérieurement le moment où la vérité et la justice seraient révélées. Parallèlement à la procédure de divorce, je contactai un avocat en droit du travail, expert dans les cas de concurrence déloyale et d'atteinte à l'image de l'entreprise. Avec les preuves en main, notamment les photos du motel et les témoignages des collègues, nous préparâmes une plainte contre l'entreprise de mon ex-femme et contre son amant, exigeant des compensations financières substantielles pour les dommages causés. Il ne s'agissait pas seulement de ma douleur personnelle, mais aussi du préjudice de réputation que leur relation clandestine avait généré dans le cadre professionnel des deux. Le jour de la sortie d'hôpital de mon ex-femme, je la récupérai avec la même formalité distante des dernières semaines. Sur le chemin du retour, j'évitai toute conversation personnelle, me limitant à des commentaires superficiels sur sa récupération physique. En arrivant, mes enfants, ignorants de la tempête juridique qui s'annonçait, tentaient de créer une ambiance familiale tranquille. Je leur laissai cette illusion pour quelques jours, sachant que bientôt la vérité éclaterait. Mais je voulais les protéger de la confrontation directe au moment le plus critique du conflit. Une fois que mes enfants furent retournés à l'université, je convoquai mon ex-femme pour une conversation définitive dans le bureau, désormais complètement vide, symbole palpable de mon départ irréversible. Quand elle entra, l'espoir brillant encore dans ses yeux, je sortis les documents, les photos du motel, le rapport du détective, les papiers du divorce et une nouvelle enveloppe volumineuse et officielle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix tremblante en montrant la dernière enveloppe. « La justice » répondis-je avec un calme glacial qui la désarma complètement. « Ce sont les documents de la poursuite que j'ai intentés contre toi et contre ton collègue. Pour dommages moraux, préjudice économique et atteinte à l'image. » Son visage se décomposa. Les pleurs et les supplications de pardon se transformèrent en incrédulité et en rage. « Tu vas me poursuivre après tout ce que j'ai souffert ? Après avoir failli mourir ? » Précisément, répondis-je avec un sourire amer. « Après tout ce que tu m'as fait souffrir et après avoir mis ta vie en danger pour une aventure misérable. Tes actions ont des conséquences et maintenant tu vas y faire face. » Elle tenta de négocier, de menacer, de me manipuler émotionnellement, mais je restai ferme, inébranlable. Je lui fis comprendre clairement que le divorce était inévitable et que la poursuite suivrait son cours.
N'espère pas recevoir un seul centime de ma part dans le divorce, lui dis-je avec fermeté. Et préparez-vous, toi et ton amant, à assumer les conséquences économiques et professionnelles de vos actes. Je sortis du bureau en la laissant désolée et furieuse, et je fermai la porte sur un chapitre sombre de ma vie. Les appels et messages de sa famille continuèrent, maintenant chargés d'insultes et de menaces, mais cela ne m'atteignait plus. J'avais repris le contrôle de ma vie et la justice, bien que tardive, commençait à prendre forme. La procédure de divorce fut longue et contentieuse, comme elle le souhaitait, mais la plainte professionnelle avançait solidement, soutenue par des preuves irréfutables. À chaque audience, à chaque rencontre avec son avocat, je maintenais la même froideur et détermination. Je ne cherchais pas une vengeance personnelle, mais une réparation juste et une punition exemplaire pour ceux qui m'avaient trahi et humilié. Finalement, le juge prononça le divorce selon mes conditions, sans concession pour mon ex-femme. Et le verdict de la poursuite liée au travail fut encore plus satisfaisant. L'entreprise de mon ex-femme, sous la pression de la publicité négative et des preuves présentées, accepta une compensation financière substantielle en euros, tant pour moi que pour l'entreprise affectée par les actions de l'amant. L'amant, pour sa part, en plus d'être poursuivi au pénal pour l'agression, fut condamné à payer une somme considérable en euros pour dommages et intérêts. J'eus une dernière conversation avec mon ex-femme, au tribunal, après la signature du divorce. Son visage reflétait l'amertume et la défaite. Elle me réitéra une fois de plus son repentir et son amour. Je la regardai avec indifférence, ressentant une froide satisfaction à la voir récolter les conséquences de ses actes. Le véritable amour ne trahit pas, ne trompe pas, ne détruit pas, lui dis-je d'une voix ferme. C'est le résultat de tes choix. Maintenant, vis avec. Je quittai le tribunal avec la sensation d'avoir refermé un cercle vicieux. La justice, bien que froide et légale, était arrivée. Je ne ressentais ni joie ni jubilation, mais une profonde paix intérieure, la satisfaction d'avoir défendu ma dignité et d'avoir obtenu une réparation juste pour le mal causé. Dans mon appartement, je commençai un nouveau chapitre. Je repris mes passe-temps, renouai avec de vieux amis, profiter de la compagnie de mes enfants, qui célébrèrent ma force et ma décision de refaire ma vie. J'appris par eux que l'amant de mon ex-femme purgeait sa peine et affrontait aussi les conséquences de ses actes dans sa propre famille. J'appris également que mon ex-femme avait perdu son travail et luttait contre la dépression, mais cette partie de son histoire ne m'appartenait plus. Je regardais vers l'avenir avec espoir, avec la certitude d'avoir surmonté une épreuve douloureuse et d'en avoir émergé plus fort et plus sage. La justice, au final, avait eu un goût amer, mais aussi étrangement satisfaisant. Le goût de la vindicte, de la dignité retrouvée et du début d'une aube nouvelle et prometteuse.